tous, bienvenue dans cette émission spéciale, cette émission des dialogues interactifs, à l'initiative de Véronique Angélus-Fribert, présidente fondatrice du forum Changer d'air et rédactrice en chef des dialogues stratégiques. Nous sommes en direct des bureaux d'Orange, grâce au talent conjugué de l'agence Triple C, de la JD Carré, d'un air de chat et de David Anglister, responsable de la chaîne Dailymotion Orange. Merci à Brigitte Dumont, directrice RSE du groupe France Télécom Orange, qui accueille notre émission ce soir. Alors, comme lors de la précédente émission, avec Joël de Ronet et Philippe de Sertine, nous avons voulu cette émission la plus participative possible. Aussi, vous aurez la parole à tout moment, grâce à Twitter, sur le hashtag FCE. Vous pourrez vous emparer de cette émission, vous l'approprier, la partager, poser des questions, commenter, interpeller nos invités. Je serai l'humble passeur de vos questions et, qui sait, nous réaliserons ensemble cette heure passée ensemble. Alors laissez-moi passer maintenant au portrait de nos invités. Joël de Ronet, pionnier du surf, pionnier des nouvelles technologies, pionnier des modèles énergétiques combinatoires comme la Smart Grid, inlassable veilleur de notre civilisation numérique, biologiste, conseiller de la présidente d'Universcience, auteur de nombreux essais dont le dernier Surfer la vie nous rappelle l'importance de capitaliser sur les flux pour survivre et de ne plus suivre cette logique du passé qui consiste à être toujours dans les rapports de force et des tensions. Pour Joël de Ronet, la société dans laquelle nous vivons est un organisme vivant qui mute en permanence. Il nous appartient alors de nous adapter, de nous poser des questions, les bonnes questions, et de suivre sa route en respectant des principes de bienveillance et d'empathie. Frédéric Lenoir, directeur de la rédaction du Monde des religions, voyageur infatigable depuis toujours, plus exactement depuis son attirance particulière pour l'astrologie et les spiritualités. Frédéric Lenoir aborde le fait religieux dans son approche pluridisciplinaire et systémique, en mêlant philosophie, sociologie, histoire, une approche qui nous rappelle notre interdépendance les uns les autres et avec les éléments. La solidarité entre les générations est un des thèmes marquants de son œuvre, de même que les questions liées au développement durable. Auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, La guérison du monde chez Fayard, nous fait voyager à la rencontre d'acteurs du changement, après nous avoir hissés sur le toit du monde pour tenter l'art du consensus interreligieux dans l'âme du monde. Alors messieurs, nous le voyons, un certain nombre de thèmes vous rassemblent. Nous sommes très honorés et très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Ce dialogue s'annonce passionnant. Il sera animé donc par Véronique Angélus-Fribert, rédactrice en chef des dialogues stratégiques et organisatrice du forum Changer d'air, forum qui aura lieu à la Cité des Sciences à Paris le 5 juin prochain. Véronique, je te laisse la parole. Merci Éloi, bonsoir Joël de Ronet, bonsoir Frédéric Lenoir. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce dialogue interactif intitulé « Comment changer d'air » ou « Comment se transformer pour transformer le monde ». Alors, vous expliquez dans vos livres que nous ne sommes pas en train de vivre une crise, ou plutôt nous vivons une méga-crise suite à une méga-révolution, pour citer Frédéric. Donc, ce que nous vivons est beaucoup plus profond. Vous expliquez que nous sommes en train d'entrer dans l'ère de la civilisation du numérique. Donc nous devons nous adapter, changer de paradigme, comme le propose Joël, changer de logique, rompre avec la vision cartésienne, comme vous l'expliquez aussi Frédéric. Alors comment fait-on pour s'adapter, pour trouver de nouveaux repères? Parce que c'est bien gentil de dire qu'on ne vit pas une crise, mais comment concrètement on va pouvoir s'adapter, changer nos comportements et changer d'air, RE. Joël, peut-être? Moi, j'aime beaucoup l'expression de Michel Serres, qu'on a pas mal réemployée, puisqu'il l'a dit il y a à peu près un mois et demi. Ce n'est pas qu'une crise, c'est un changement de monde. Et il y a aussi une phrase que j'aime bien, qui a beaucoup traîné dans les secteurs de Attac, et tous ces groupes qui disaient un autre monde est possible. Et on peut guérir le monde, Frédéric. Bien sûr, on peut essayer ensemble de guérir le monde, mais aussi on peut le changer. On peut essayer de le changer. Et quand je dis nous, c'est nous. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, maintenant, conscients de ces grands problèmes, bénéficiant de capacités de communication entre nous qui n'existaient pas vraiment avant, on a la possibilité de se rassembler, pas seulement dans l'agora, mais se rassembler de manière virtuelle et de manière réelle pour essayer de changer le monde, pour essayer d'apporter des choses. Je terminerai en disant que, dans cette petite introduction, le monde numérique est un écosystème. On peut oublier Internet. Internet, c'est fini, c'est déjà derrière nous, c'est un réseau, on allait sur Internet. Maintenant, on est dedans. On est dans un écosystème numérique qui nous change, et que nous changeons en même temps. C'est la coévolution. Nous sommes des hommes et des femmes augmentés par tous les outils que l'on porte, et avec ces réseaux, avec cette capacité d'augmentation, alors faisons attention à ce terme, on en parlera sûrement Frédéric, parce que ça peut conduire à des visions de transhumanisme ou de surhomme, que je critique. Mais hommes et femmes augmentés par ces outils peuvent nous permettre ensemble de changer le monde.
et de le modifier dans le sens, faut l'espérer, pour les libertés humaines et pour l'expression de chacun. D'accord. Vous parlez de guérison du monde, alors Oui, donc quand je dis guérison du monde, je dis amélioration du monde. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'œuvrer pour que le monde s'améliore. Il y aura toujours dans le monde, il y aura toujours du mal, il y aura toujours des injustices, il ne faut pas s'illusionner. Je ne suis pas dans une utopie d'un monde parfait. Par contre, je pense qu'on peut tous œuvrer à l'amélioration, à la guérison du monde, dans le sens où je crois qu'on est responsable aujourd'hui de plus en plus on porte vraiment l'avenir du monde, chacun d'entre nous. Et il y a une phrase de Gandhi que j'ai mis en exergue du livre, que je trouve très juste, où il dit « Soyons le changement que nous voulons dans le monde. N'attendons pas que le monde change par les institutions, les superstructures, etc. Soyons nous-mêmes les acteurs de ce changement par nos comportements de vie, par notre manière de consommer. » Vous savez, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on dit on ne peut plus rien contrôler dans le système dans lequel on est consumériste, etc. Mais si, en consommant autrement, raisonnablement, modérément, on peut manger moins de viande, on peut faire attention à la traçabilité des choses, on peut décider de boycotter certains produits dont on sait qu'ils ont des conséquences désastreuses pour l'environnement ou pour certaines populations. Donc tout ça, si des millions de consommateurs changent leur mode de vie, ça va changer complètement les choses. Ce qui fait que je crois qu'aujourd'hui, tout repose sur l'individu. Alors, évidemment, quand je dis tout, c'est un peu caricatural, parce qu'évidemment, il faut continuer. Il y a tous les secteurs associatifs, il y a les États et les politiques qui ont des choses très importantes à faire. Mais fondamentalement, de manière ultime, je crois que c'est l'individu qui est le principal acteur du changement. Et les politiques changent lorsqu'ils voient qu'il y a une majorité de l'opinion publique qui change. Alors, donc, ils s'adaptent plutôt à l'opinion publique. On le voit en ce moment avec la crise alimentaire. Oui. Où certaines entreprises considérées comme des très grandes entreprises de l'agroalimentaire ont perdu 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires en raison justement de la méfiance, la perte de confiance des gens vis-à-vis de produits mélangés ou de plats préparés. Et ce que vous dites est tellement important. Le changement est dans nous. J'aimerais en parler peut-être aussi tout à l'heure sur la santé, avec l'épigénétique, ce que l'on peut faire pour se modifier soi-même, c'est-à-dire on peut faire quelque chose pour soi. Mais revenons à ceux qui empêchent ce changement. Et je crois que c'est très important d'en parler dès maintenant. Nous, on peut changer, mais il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui sont antidémocratiques et se disent même démocratiques dans des pays dits démocratiques, sont antidémocratiques. Je vais vous citer 7 lobbies, si je m'en souviens. Le lobby de la finance, le lobby de l'énergie, qu'elle soit fossile ou nucléaire, le lobby de l'agroalimentaire, le lobby de l'industrie pharmaceutique, le lobby des médias, le lobby des armes, le lobby de la drogue, y compris le tabac. Ces 7 lobbies qui ont des appuis formidables sur le plan politique, parce que beaucoup d'entre eux contribuent à la réélection de certains présidents ou ministres qui ont besoin d'eux. C'est très difficile d'aller contre eux. Et je pense que c'est le nouveau combat citoyen et démocratique d'aujourd'hui. C'est une démocratie participative qui permet de lutter contre ces lobbies pour ensemble changer les choses. Mais oui, on parle de démocratie participative, c'est-à-dire que là, on peut penser à l'intervention de l'Internet collaboratif, du 2.0, de l'influence des foules à travers Internet, ou c'est déjà un peu prématuré peut-être Non, en 2 mots, pas seulement ça. La démocratie participative, ça peut être un grand n'importe quoi. Mais grâce à ces outils, au filtrage que l'on peut établir entre nous, ce que j'appellerais une co-régulation citoyenne. Moi, je crois beaucoup à cette co-régulation citoyenne venant du bas vers le haut, quand même avec des grandes questions régaliennes donnant les lignes directrices. Mais effectivement, par les réseaux, on peut changer des choses. Alors, on ne va pas rediscuter des indignés parce qu'on peut être contre l'approche ou pour l'approche. D'ailleurs, la récupération de ce que proposaient les indignés par d'autres régimes qui vont à l'encontre de ce que proposait en ce moment le fait. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était la rue, plus la télé, plus les réseaux sociaux. Et là, ils ont fait passer des messages. Ça n'a pas suffi, mais ils ont fait passer des messages. Mais sur l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux et Internet, on l'a vu aussi avec toutes les révolutions dans les pays arabes. Ouais. N'aurait pas pu avoir lieu sans ces réseaux-là. La vérité, tout se sait. Les gens peuvent se connecter les uns aux autres, au-delà de tous les systèmes autoritaires de contrôle de l'information. Et donc là, on voit très bien qu'effectivement, ça ouvre des nouvelles portes. Mais on pourrait aussi insister sur le fait qu'au fond, aujourd'hui, il y a des nouveaux types de mise en réseau qui peuvent se faire au-delà des structures traditionnelles. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la possibilité de se fédérer autour de
un thème qui nous mobilise. Il peut y avoir demain un problème alimentaire qui fait qu'il y a des forums qui vont se créer autour de ce problème-là, et ce qui fait que des millions de gens peuvent d'un coup être mobilisés, ce qui est extraordinaire. C'est là que je trouve que Internet, le numérique est quand même un outil formidable. Ça peut avoir des effets pervers, mais c'est un outil formidable pour mobiliser des opinions publiques et rassembler des individus. Parce que si je disais tout à l'heure que tout repose sur l'individu, mais les individus, pour être efficaces et transformer le monde, ils ont besoin de se rassembler. Ils ont besoin de créer finalement des réseaux d'influence qui vont contrecarrer les fameux lobbies dont vous nous avez parlé. Oui. Donc effectivement, face à des lobbies, c'est-à-dire des organismes, des organisations, des modes de pensée dominants qui n'ont pas envie que les choses bougent trop, la majorité d'individus, je ne sais pas s'il y a une majorité, en tout cas, le nombre important d'individus qui ont envie que ça bouge peut être efficace parce qu'ils se fédèrent aussi à travers des nouvelles formes de réseaux, et ça peut être extrêmement rapide grâce à Internet. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec ce dignitaire africain poursuivi pour atteinte à l'humanité, ou crime contre l'humanité, qu'on n'arrivait pas à trouver. Et grâce à Internet, il y a eu 45 ou 50 millions de personnes qui ont désigné son nom, qui l'ont désigné à la presse, qui l'ont désigné partout, qui l'ont publié sa photo, et on l'a retrouvé. Quand vous parlez aussi de s'organiser justement pour réagir, pour proposer des choses, les individus justement peuvent être force de proposition face à des politiques qui ont l'air complètement perdus, qui n'ont pas l'air ni d'anticiper, ni de comprendre les bouleversements qu'on vit actuellement. Comment on peut alerter ces gens-là? Non, mais le drame des politiques aujourd'hui, c'est que d'abord c'est un personnel politique, c'est-à-dire c'est des gens qui sont formés pour gouverner et qui donc n'ont pas d'expérience généralement de la vie, des problèmes concrets de la vie sociale. Et je trouve que c'est dangereux d'avoir un personnel purement politique. C'est bien d'avoir une expérience dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise, dans le monde libéral, peu importe, mais d'avoir une expérience, de partir d'une formation, d'une connaissance de la vie, des problèmes, etc. Alors que là, ils sont un peu dans une bulle et ils ont toujours une réponse qui est un peu abstraite et technocratique. Et en plus, ils ont les yeux rivés sur les sondages d'opinion, et donc du coup il n'y a pas de vision. On gouverne en fonction effectivement il y a une échéance électorale dans 6 mois, dans 1 an, et on ne prend pas de mesures impopulaires, etc. Donc là-dessus, je pense que le personnel politique est dépassé. Et par ailleurs, ce sont des gens qui effectivement, j'en connais pas beaucoup, qui ont vraiment réfléchi aux enjeux dans lesquels on est. C'est-à-dire qu'ils ont une vision à très court terme. Or aujourd'hui, il faut avoir une vision à court terme, à moyen terme, à long terme. Et ça, c'est très difficile chez les politiques d'avoir cette vision-là. C'est une vision plus philosophique, c'est une vision qui demande de réfléchir sur notre civilisation et ce qui est en train de se passer. Et je voudrais faire une petite, peut-être si vous voulez bien, pendant 1 minute, je crois qu'on est en train de vivre quelque chose de tout à fait inédit à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Puisque chaque époque connaît des bouleversements, tous les siècles ont connu des guerres, des transformations, etc. Mais ce qu'on n'a jamais connu, c'est le phénomène de la mondialisation. C'est-à-dire que jamais l'humanité n'a été connectée à l'échelle planétaire, avec une capacité de connaître immédiatement ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc cette vision globale, le fait qu'on sache ce qui se passe partout, au même instant sur la planète, cette immédiateté de l'information et cette globalisation de l'information, c'est totalement inédit. De même que l'interconnexion économique à l'échelle planétaire est totalement inédite. Ça change complètement le rapport que nous avons à nous-mêmes, que nous avons au monde, que nous avons au sacré. Et du coup, je dirais qu'on est en train de vivre l'avènement d'une civilisation planétaire très chaotique, puisqu'il y a beaucoup de tensions, que les rythmes ne sont pas les mêmes, que les histoires ne sont pas les mêmes, et qu'elles sont mêlées d'un coup. C'est comme un plat qu'on est en train de faire en mêlant des éléments de tous les côtés. Et c'est extrêmement dangereux. Il y a beaucoup de défis, et ça demande d'avoir du recul pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, quels sont les rythmes qui sont en train de se mélanger, quelles sont les histoires qui sont en train de se mélanger. Ça demande beaucoup de précautions, beaucoup de connaissances de ces situations. Et là-dessus, effectivement, on s'aperçoit qu'on agit sans ce discernement, et notamment il y a beaucoup de décisions politiques qui sont prises sans avoir une réflexion assez profonde sur ce que nous sommes en train de vivre, qui est tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité. Alors moi je partage beaucoup ce que vient de dire Frédéric, et à la bulle isolante du politique, j'ajouterai la pyramide des structures. C'est-à-dire que nous vivons dans des structures jacobino-colbertistes, surtout en France, mais le pouvoir, l'administration du pouvoir, l'exercice du pouvoir est pyramidal. On est seul en haut, un groupe de professionnels. Et il y a une petite phrase que j'aime bien dire, c'est qu'à l'exercice solitaire du pouvoir électif, préférons la pratique solidaire de l'intelligence collective. En d'autres termes, on se retrouve. Mais sur la connectivité, sur laquelle on reparlera sûrement, je voudrais ajouter l'accélération. Parce que
le non-vécu, que vous justifiez très bien par la connexion, l'hyperconnexion économique, et l'émotion qui naît de phénomènes comme des tsunamis ou des tremblements de terre, qui est une espèce d'opinion publique mondiale, il y a aussi l'accélération. Et cette accélération, moi je la relie à 3 évolutions fondamentales qui font que nous changeons. Si on se demande comment on change, il y a l'évolution biologique. Avec les mutations, la sélection naturelle darwinienne, c'est des millions d'années. Ça a conduit à la diversité des espèces. Il y a une deuxième évolution beaucoup plus courte, ce sont des siècles. C'est l'évolution technologique, la machine à vapeur, à la télévision, au téléphone. Et maintenant, des décennies, c'est l'évolution numérique. Quelques décennies. Mais ce qui accélère, c'est qu'elles fusionnent, toutes les 3. Ce que je disais tout à l'heure sur l'écosystème numérique qui coévolue avec nous, qui nous change comme des mutants, et que nous changeons, ça conduit à une telle accélération que les politiques, pour revenir à eux, non seulement ils ne voient pas ce qui se passe, parce qu'ils ont une vision à très court terme et ils n'ont pas le temps de comprendre les tendances à plus long terme, ce qui suit. Et deuxièmement, ils ont un tsunami d'une génération qui est en train d'arriver, qui connaît l'usage de ces outils, qui sont en train de passer de la société de l'information à la société de la recommandation, qui passent le temps à se recommander des trucs entre eux, et qui sont en train, je termine sur 2 mots parce que je l'aime bien, on peut en discuter, ils sont en train de créer la désintermédiation. Ils désintermédient les grands pouvoirs économiques, ils désintermédient l'énergie, ils désintermédient l'assurance, ils désintermédient la banque, ils désintermédient les transports. Bien sûr, ça va continuer. Ces pyramides, on en a besoin. Mais en même temps, on rentre dans la société du collectif, du collaboratif, du crowd, comme disent les anglo-saxons, crowdsourcing, crowdfinancing. Et ça change tout. Parce que les gens, entre eux, pensent qu'ils peuvent se débrouiller. En fait, on passe du système D au système co. Système débrouillard, démerdard, Alors vous avez ensemble. évoqué quelque chose de très important, effectivement, là, cette notion d'accélération. Moi, je voudrais l'appliquer maintenant sur notre vécu. Parce que c'est cette accélération des techniques, des découvertes, ce changement permanent dans lequel on vit, nous transforme totalement. Et donc, effectivement, on est aujourd'hui, je pense que l'être humain est transformé par cette accélération Absolument. du temps. Notre cerveau est en train de muter. Nous sommes dans des rythmes de vie qui sont plus du tout les mêmes que ceux de nos ancêtres et de nos parents et de nos grands-parents. Et il y a probablement des changements de mode de vie qui sont plus importants entre nous-mêmes et nos arrière-grands-parents qu'entre nos arrière-grands-parents et l'Antiquité, où on vivait selon un rythme naturel, et les outils technologiques ont complètement bouleversé nos rythmes de vie, et on pouvait penser que la technologie, que les outils, finalement, nous donneraient plus de temps, nous donneraient le temps de vivre, parce qu'on se libérerait, grâce aux machines, on libérait du temps pour faire ce qu'on a envie de faire, pour contempler, et finalement, c'est pas du tout ce qui se passe. On vit au rythme des machines qui vont très vite. Là, j'ai une petite contestation. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que l'on peut, grâce à ces outils, trouver des décalages avec le temps et un capital temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps court, la folie du temps court, il y a le temps long, la durée obligée par la société, la formation, les vacances, un tel date. Et il y a le capital temps qu'on peut créer pour bénéficier, si j'ose le dire, des intérêts temporels que ça vous donne, qui sont beaucoup plus faciles à investir que des segments temporels. Et ça, c'est grâce aux outils. Alors c'est vrai. La gestion du temps est fondamentale. C'est vrai, mais je vais vous donner un exemple. Celui des mails. Moi, dans un premier temps, je me suis dit, les mails, c'est formidable, j'ai plus besoin d'être à mon bureau tous les jours, je peux travailler avec cette liberté de gérer mon temps comme je veux. Formidable. Donc, je peux être à la campagne, avoir mes mails. Sauf que maintenant, les mails sont tellement envahissants que si je ne réponds pas aux 150 mails que j'ai dans la journée, les gens vous rappellent, vous renvoient des mails sans arrêt. Donc, on estime que vous devez être constamment connecté. Ça fait rigoler ce que vous dites, Frédéric, parce que je vais vous répondre amicalement, c'est parce que vous ne savez pas gérer vos mails. Ah oui, mais c'est très difficile. Mais il y a les moyens d'avoir des réponses automatiques, des fils qui diffusent les mails vers quelqu'un d'autre, qui, vous savez, va répondre plus vite. Des mails qui automatiquement vont se mettre en attente s'ils sont de tel type de sujet que le filtre connaît les mots-clés. Je ne suis pas bon en informatique. Voilà, moi je vous dis, coup, nous, faut on que j'aille gère, plus moi je loin dans la reçois comme vous connaissance 200 ou des 300 mails, mais j'en réponds à rendez-vous 10 ou avec 15. On va organiser ça en antenne tout à On va l'heure. échanger le débat. Mais pour revenir sur le temps, pour revenir sur le temps est lié au flou aussi, à l'imprévu. C'est-à-dire qu'il faut gérer, vous dites qu'il faut gérer à long terme, bien sûr, c'est intéressant pour les politiques, ce serait fondamental de pouvoir avoir cette gestion à la fois à court terme, à moyen et long terme, mais il y a de tels changements, de tels imprévus. Il faut s'adapter en permanence. Vous dites dans votre livre d'ailleurs, le monde est en changement perpétuel. Donc comment on fait vraiment pour gérer tout ça ? Alors, il y a les flux. Vous avez parlé vous-même du terme de flux. Internet a changé. D'abord, il faut bien comprendre, comme je disais tout à l'heure, de manière un peu en boutade, que Internet c'est fini. C'est l'écosystème numérique qui compte. Mais surtout, Internet a changé. Il est passé d'un Internet à 2D, 2 dimensions, en Internet en 3 dimensions. Je m'explique. L'Internet aujourd'hui, il n'y a qu'à écouter les mots. La toile, une page, un lien, un site, un serveur. C'est un Internet plat. C'est tout comme une succession de cartes postales. Maintenant, le passé, le présent et le futur sont liés dans ce qu'on appelle le live streaming.
le flux d'Internet. C'est comme le Mississippi, un énorme fleuve. Et ce que les jeunes savent très bien faire, qu'on appelle pour rigoler des MHBG, traduction, des mutants hybrides bionumériques géolocalisés, ils savent surfer sur ce live streaming. Ils sont tout le temps dans le live streaming. Nous, les profs, les adultes, les parents, on veut leur imposer des cases intellectuelles et on veut leur imposer des sites à visiter, par exemple nos expos. Venez là, vous allez voir ça, appuyez sur tel bouton. Eux, ils veulent co-créer leur expérience et leur émotion ensemble, dans le live streaming. Donc, un moyen de répondre à votre question, comment faire, c'est de savoir avoir le même âge numérique dans l'entreprise, avec ses enfants. Ayons le même âge numérique. D'abord, pour comprendre cette culture du numérique et faire en sorte que, dans le flux, on peut éliminer, on peut rattraper, on peut retrouver. Ce qui change maintenant Internet, c'est plus qu'un moteur de recherche qui vous donne les pages, le page ranking, les pages les plus demandées. Donc, je pense que l'important, c'est ce que j'essaie de dire dans la société fluide, c'est de passer d'une société rigide, nous parlions tout à l'heure de la pyramide, d'une société des rapports de force, qui sont binaires, où on s'en sort, où on a une escalade, à des rapports de flux qui nécessitent une information mutuelle sur le flux. Je sais ce que l'on m'envoie, je sais ce que j'envoie. Et donc là, on peut se co-réguler les uns par rapport aux autres. Et ça, je crois que c'est le changement fondamental qui peut en partie répondre à votre question. Comment faire pour éviter cette infopollution, ce big data? C'est avec les autres, en interrogeant les autres. C'est pour ça que je disais que la société de la recommandation devient extrêmement importante. On peut partager pour en savoir plus ou pour éviter. Les gens me disent, mais comment vous faites pour éviter sur Internet les fausses images? Même Wikipédia, il y a plein d'erreurs. C'est par la concertation entre nous, internautes ou avec vous, où j'ai un jour interrogé Frédéric Lenoir, il dit, écoutez Frédéric, j'ai lu un truc sur la philosophie des religions, on me dit ça, j'y crois pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est le moyen, ça demande un peu plus de boulot. Moi, il y a aussi un autre point qu'on n'a pas du tout abordé, qui me semble extrêmement important dans la mutation globale qu'on est en train de vivre, c'est que les crises que nous sommes en train de vivre, qui sont des crises systémiques, hein, donc ça touche tous les domaines. Évidemment, la crise économique n'est qu'un symptôme de la crise écologique, sanitaire, des valeurs, du sens. Tout est en train de muter parce que, effectivement, on est, selon moi, et c'est l'analyse que j'explique dans ce livre, on est, selon moi, si vous voulez, dans une impasse qui est celle d'une logique quantitative. C'est-à-dire qu'au fond, on a développé depuis le XVIIe, XVIIIe siècle deux choses qui se sont alliées. Une vision philosophique du monde matérialiste, qui est issue de Descartes. Or, Descartes n'était pas matérialiste, mais les conséquences de sa philosophie, c'est une certaine vision réductionniste du monde, où on a réduit effectivement le réel à ce qu'on peut observer, manipuler, ce qui est de l'ordre de la science, mais le réel, ce n'est pas que ça. Et l'humain, ce n'est pas que ça. Et on est rentré avec Descartes dans une logique, on a chosifié le monde. Le monde est une chose, d'ailleurs il le dit lui-même, et on peut le manipuler finalement pour notre intérêt. La deuxième chose, c'est qu'il y a une alliance de cette vision-là avec le capitalisme. Et le capitalisme qui s'est développé avec l'idée de produire de l'argent pour l'argent, qui n'est pas simplement effectivement améliorer la richesse, ça c'est la bonne chose du capitalisme. Que le monde se soit enrichi, tant mieux. Qu'il y ait de plus en plus de confort, tant mieux. Qu'il y ait de plus en plus de progrès dans tous les domaines technologiques, tant mieux. Le problème, c'est qu'on est passé dans une logique ultra-capitaliste qui est de faire de l'argent pour de l'argent, qui est le profit immédiat, à court terme, etc. Et tout ça, cette vision du monde réductionniste alliée à ce capitalisme purement financier, c'est en train de détruire la planète. Ça détruit les sociétés, ça détruit la planète, ça détruit les individus. Et cette logique-là, elle est extrêmement négative. C'est la quantité, c'est l'efficacité, c'est le consumérisme à tout prix. Il n'y a plus ça que c'est la valeur universelle, c'est la consommation. C'est l'homo economicus qui prend toute la place. Et un homo economicus qui, encore une fois, j'ai rien contre l'économie, enfin c'est très positif, mais simplement là c'est une économie qui vise à faire le maximum de profit dans le court terme. Et ça existe depuis matérialiste. Et ça c'est vraiment depuis 35 ans, c'est oui, depuis le milieu des années 70, c'est Milton Friedman, l'économie a changé à ce moment-là. On n'est plus dans une économie industrielle, on est dans une économie financiariste qui devient extrêmement nocive pour l'être humain, pour l'humanité. C'est de ça qu'il faut essayer de sortir. Par des actes de résistance individuels et collectifs. C'est pour ça que dans des lobbies, j'avais mis la finance, parce que la bulle financière est devenue plus importante que la bulle industrielle. C'est elle qui domine. La bulle industrielle qui fabrique des produits et des services, la bulle financière, elle a ses règles propres, elle se développe. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que vous avez dit, c'est le qualitatif. Il faut aller sur le qualitatif, c'est-à-dire des valeurs, notamment des valeurs féminines. Alors on peut critiquer en disant c'est pas si opposé, il n'y a pas les valeurs masculines et les valeurs féminines. Je ne vais pas dans cette direction. Mais je dis que la vision systémique, la vision des interdépendances, la vision intuitive, la vision du flux par rapport au rapport de force sont proches de la manière dont les femmes raisonnent, réfléchissent et construisent le monde.
Et ce qui nous manque beaucoup dans tous ces rapports pyramidaux, rapports de force et rapports de pouvoir dans le monde économique, c'est une capacité de nuance, une capacité d'intuition, une capacité d'aller les uns vers les autres. On est devenu égoïste, avide de pouvoir, irresponsable vis-à-vis de l'environnement. On est dans le principe de précaution, au lieu d'être dans le principe d'attrition. Vous connaissez la différence. Le principe de précaution, c'est tant que les scientifiques n'ont pas dit aux politiques qu'on peut y aller, on n'y va pas. Et on s'assure contre la voiture, l'accident, la surchômage, la surmaladie, la sursanté. On est tous protégés les uns contre les autres, un monde d'égoïstes. Alors que le principe d'attrition, c'est ensemble, on évalue les risques et on se dit, pour un intérêt, qui est peut-être le plaisir de sport ou le plaisir pour le rendement de son entreprise, on peut y aller, même s'il y a des risques. On accepte la possibilité de perte. Et ça change tout. Donc je crois que ces nouvelles valeurs qualitatives, de la systémique, de l'intuition, de la relation aux autres, de l'écoute des autres, de la diversité, du respect de la responsabilité à la Hans Jonas, individuelle et collective, le respect des diversités religieuses et surtout l'empathie et l'altruisme. Mais attention, un altruisme à la Axelrod. Robert Axelrod, c'est un peu un des inventeurs du gagnant-gagnant, donnant-donnant. Je pense qu'un altruisme qui n'est pas plat, qui n'est pas naïf, est quelque chose d'extrêmement constructif. Donc voilà, je pense que le qualitatif peut naître de tout ça, mais pour ça, il faut d'abord, me semble-t-il, passer en transition de la société pyramidale et rigide à la société fluide, où chacun a son mot à dire, où chacun peut apporter à l'autre, c'est-à-dire les principes de solidarité, générosité, partage. On parle de belles idées, en fait, c'est des valeurs, c'est redonner du sens à la vie, c'est formidable. Mais on est quand même dans un contexte où le monde est extrêmement brutal, violent, il y a des scandales. Bon, on ne va pas parler des scandales actuels, mais il y a quand même des scandales qui fragilisent encore la confiance que les citoyens peuvent avoir dans leurs élites, surtout, notamment politiques. Comment on fait pour changer les mentalités aussi des femmes et des hommes de pouvoir? Parce que je pense qu'il y a un décalage aussi entre ce que les citoyens essaient de faire, ont envie de faire, et ce que les décideurs, les personnes de pouvoir arrivent, eux, à faire. Comment ils peuvent partager le pouvoir? Si vous permettez, un petit mot d'abord sur la violence qu'on voit dans le monde, le miroir du monde. Ça, ouais. Alors c'est sûr, mais il n'y a pas aucun doute que le monde est d'une violence, d'une brutalité qui n'a pas beaucoup changé depuis le Moyen-Âge dans les têtes. Ce que j'avais dit, il a toujours été violent. Mais toujours, et nous y sommes encore plus. Il y avait d'autres choses dans le Moyen-Âge. Donc, non, ce que je voudrais dire, c'est que le spectacle du monde qu'on a médiatiquement est en fait un phénomène biologique. Si je peux me permettre de l'expliquer en 2 mots, c'est tout à fait étonnant. C'est que c'est lié au darwinisme. C'est-à-dire que le stress, la peur, l'horreur suscitent des hormones dans le corps, comme la vasopressine, l'oxytocine, le cortisol, l'adrénaline, ou l'hippocampe, qui est une zone du cerveau, ou l'amygdale, qui est aussi une zone du cerveau, qui est pas seulement, sont des zones de mémoire à court terme ou de mémoire à moyen terme, qui vont renforcer la mémoire de l'horreur. Pourquoi? Parce que si on revoit la même scène et qu'elle vous arrive, vous pourrez, par la mémoire de ce qui est arrivé aux autres, essayer de vous échapper, et de faire des enfants, et de continuer l'espèce, comme pour les animaux. Donc, en fait, quand on fait des sondages pour demander qu'est-ce qui vous a frappé, c'est toujours un tsunami, un accident, et des gens qui sautent par la fenêtre. Et d'ailleurs, les nouvelles du soir, c'est 20 minutes de faits divers. Donc, la violence, elle est là, et la violence, nous avons une image constante. Si on parle du positif, de ce que l'on pourrait faire ensemble, du qualitatif, on est traité d'optimiste. Et ni vous ni moi, nous sommes des optimistes, opposés à des pessimistes. On est, je pense, réaliste, constructif, pragmatique. On essaye de dire les choses pour changer ensemble, parce qu'on y croit qu'on peut changer. Et nous, on a à Universcience 4 mots que j'aime beaucoup, je ne fais que les dire, si vous voulez, j'irai en les décrivant plus tard. C'est comprendre, vouloir, aimer, construire. Comprendre d'abord le monde complexe dans lequel on est, et le faire comprendre aux politiques, si on peut. Deuxièmement, c'est vouloir ce monde, vouloir le futur, parce que si on ne le veut pas, on le subit, obligatoirement. C'est aimer. Alors ça, c'est un mot difficile. Est-ce qu'on peut aimer l'avenir? Est-ce qu'on peut aimer l'avenir qui vient? Comment? Désirer l'avenir aussi. Oui, le désirer. On en a peur, donc comment le désirer? Le désirer, le faire aimer. Et quand on arrive à le faire aimer aux jeunes, ils le font aimer autour d'eux aussi. Et enfin construire. Parce que construire ensemble et créer ensemble, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire sur cette planète. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, que je trouve très important, sur le spectacle du monde. Parce qu'effectivement, le monde qu'on voit à travers les médias n'est pas le monde réel. C'est le spectacle du monde médiatisé. Or, je pense qu'il suffit de voyager, on voyage tous les deux beaucoup,
on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont heureux sur Terre. Et c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont malheureux. Quand on va en Inde, quand on va au Maroc, on voit un tas de gens dans des petits villages qui vivent avec 3 fois rien, qui sont très heureux. Donc au fond, il y a un tas de gens qui vivent des vies ordinaires, on va dire, qui ont, on pourrait dire aux informations tous les jours, il y a des milliards d'individus qui ont travaillé, qui ont été heureux, qui ont fait l'amour, etc. Et on se rendrait compte que le monde, globalement, va bien. Il va sans doute beaucoup mieux qu'il n'a été à d'autres périodes où il y avait des épidémies en permanence, où il y avait beaucoup plus de problèmes. Et donc, beaucoup de choses vont bien dans notre monde. Mais évidemment, on ne médiatise que les choses qui vont mal, parce que les médias n'ont Marshall McLuhan, Voilà. good news is no news. Voilà. Les bonnes nouvelles ne sont pas des nouvelles, il n'y a Donc, que la pub. Et non seulement on médiatise que les choses qui vont mal, mais c'est à l'échelle planétaire. C'est-à-dire Partout. qu'on voit Toutes ce qui les va télés. mal sur toute la planète. Donc c'est totalement anxiogène. Ouais. Mais ce n'est pas le réel. C'est pour ça qu'il faut réinjecter une dose de réalité, pas d'optimisme, comme vous dites très justement, de réalité. Le monde va beaucoup mieux qu'on ne croit. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, disons aussi tout de suite, il y a aussi des problèmes et des défis monumentaux créés par les catastrophes écologiques, le réchauffement planétaire, l'interconnexion économique, etc. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir, sur lesquelles, si on veut vraiment, on peut améliorer le monde. Alors pour changer les politiques, pour revenir à votre question, quand on a parlé des lobbies auxquels ils sont soumis, il n'y a aucun doute que dans tous les pays, y compris totalitaires et démocratiques, les grands pouvoirs pyramidaux sont soumis à des lobbies parce qu'ils ont besoin d'être élus. Et donc à court terme, localement, ils ont besoin de voix et ils ont besoin de leur mandat. Alors, ce qui est en train de les faire changer, c'est ce tsunami montant de la génération du net, la génération des connectés, la génération de ceux qui ont d'autres valeurs et une culture numérique différente, que je n'approuve pas à 100% toujours, mais qui sont en train de les déstabiliser. La désintermédiation déstabilise les grandes entreprises de l'énergie. Avec, par exemple, ça j'en parle souvent, et là je vais être questionné par des étudiants à Lyon la semaine prochaine, ils ont déjà préparé toutes leurs questions, sur le mix énergétique, les 12 énergies renouvelables combinées entre elles. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il y en a 12, les intermittentes et les permanentes. Il y a la possibilité de les distribuer par un réseau intelligent, qui est comme un réseau vivant, qui s'adapte à l'offre, à la demande, qu'on appelle un smart grid. Et ceci change un Internet de l'énergie, si vous voulez, que j'appelle Enernet. Et donc ceci change l'accès des gens à la construction de leur futur, dont je parlais tout à l'heure, parce qu'au lieu de subir une espèce de pyramide quasi totalitaire de ceux qui disent « Vous voulez de l'énergie, je tire un fil de ma centrale jusqu'à chez vous, vous payez, je m'occupe du reste », ou bien ceux qui disent « Vous payez à la pompe et pas, je m'occupe du reste », là les gens peuvent devenir responsables de la production et de l'échange d'énergie entre eux. Un petit exemple, mais c'est l'exemple de la montée de la société fluide et d'une nouvelle démocratie participative qui fait que, voyant ça, c'est comme le boycott dont vous parliez tout à l'heure, une arme puissante, les politiques peuvent changer. Tout à fait. Je voulais poser une question à Joël de René, j'en profite, si vous voulez bien. Bien sûr. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est la théorie de Max Weber sur le processus de rationalisation du monde, où il montre qu'à partir grosso modo, du tournant du paléolithique au néolithique, l'homme est devenu de plus en plus rationnel. C'est-à-dire qu'il utilisait de plus en plus la partie gauche, je crois, de son cerveau, qui est beaucoup plus logique, rationnelle, alors que la partie droite est plus intuitive, émotionnelle, et le relie. C'est une vieille théorie, mais ça fait rien, c'est Bon, pas grave. en tout cas, il est moins relié au monde par son intuition, ses émotions, et davantage par sa raison, la logique, et donc il met en œuvre des moyens pour atteindre des fins, etc. Et on voit que ça s'est accéléré de manière très rapide, et qu'on est de plus en plus dans un monde hyper efficace, rationnel, etc. Et je me pose la question, est-ce que la révolution qu'on est en train de vivre au niveau du numérique, au niveau d'Internet, des nouveaux outils technologiques, ne peut pas inverser la tendance, c'est-à-dire nous rendre plus intuitifs, nous rendre dans un autre, développer d'autres parties de notre cerveau? Alors, deux choses là-dessus. D'abord, la logique cartésienne du pouvoir des politiques, puisqu'on en revient aussi à ça, est en train de changer parce que des autres dimensions émotionnelles, d'ailleurs vous avez vu que le quotient intellectuel est couplé au quotient émotionnel, que Piaget nous a dit qu'on ne peut pas apprendre si on n'apprend pas avec émotion, hein, c'est lié. Donc tout ceci montre qu'il y a des transitions qui sont en train de se faire, et notamment le numérique peut y aider. J'étais à Rennes dans une grande conférence organisée par un grand journal, et la personne qui était mon interlocuteur, qui était loin, a dit qu'il n'y avait aucune création possible dans le numérique. Et j'ai essayé d'expliquer que des artistes, des musiciens, des jeunes créateurs d'entreprises, des jeux sérieux, serious games comme on les appelle, sont en train de changer l'éducation et l'apprentissage de gens, de la complexité. Et donc, si on relie dans cette évolution du monde, en plus du rationnel dont on a besoin, et le cartésianisme a quand même contribué à construire la science, les artistes, l'émotion. Rifkin le dit bien dans ses livres.
dans son livre L'âge de l'accès, quand il dit, plutôt que la possession de sa bagnole, sa maison, son ceci, son terrain, son petit territoire, de plus en plus les gens vont partager, échanger, se collouer des trucs, il l'a déjà dit avant tout le monde, mais surtout c'est l'accès à l'émotion, à l'expérience partagée qui va faire que le tourisme, l'art, les musées, la Cité des Sciences, les parcours de villages de vacances vont de plus en plus créer une émulation de se retrouver ensemble pour partager de l'émotion et de l'expérience. Donc je crois que c'est ça qui est en train de changer et le numérique qui contribue beaucoup, c'est un catalyseur. Je voulais poursuivre sur la question de Frédéric à propos des changements dans notre cerveau. Alors, on parle des énormes transformations technologiques qui peuvent provoquer des transformations anthropologiques chez l'humain. Qu'est-ce que le scientifique répond à ça? D'abord, une chose, c'est qu'on peut mesurer maintenant ce qui se passe dans le cerveau. Il y a un appareil incroyable, d'ailleurs mal utilisé souvent, qui s'appelle l'IRM fonctionnel. L'IRM, on va dans un tunnel, on regarde le cerveau et on vous donne un parfum, on vous fait boire un milkshake et on regarde les zones du plaisir qui s'allument. On a fait ça avec des jeunes qui ont joué aux jeux vidéo toute leur vie. Et on s'est aperçu qu'il y avait dans leur cerveau des zones extrêmement intéressantes de la résolution de problèmes complexes et de la capacité à naviguer dans des stratégies très complexes. Donc on peut maintenant avoir des statistiques sur le fonctionnement du cerveau et notamment comment l'écosystème numérique nous change, comme je l'ai dit depuis le début, et comment nous changeons l'écosystème numérique. Mais le cerveau se modifie. On nous dit, on n'utilise qu'une petite partie de notre cerveau, on est comme dans une petite pièce avec une bougie, et tout le reste c'est un immense appartement vide. Pas du tout. On utilise tout notre cerveau, mais mal. On a des autoroutes, des routes nationales, des routes secondaires, des routes départementales, des petits chemins, des chemins de traverse. Une personne qui utilise bien son cerveau, qui est intelligente et intuitive, connecte tous ces réseaux entre elles. Une personne fruste, je ne vais pas dire bête, une personne fruste utilise quelques grands réseaux et est en boucle à l'intérieur de ces réseaux, de ces autoroutes, de son propre cerveau. Et ce qui se passe avec l'interactivité, le dialogue avec les autres, les réseaux, le Twitter par exemple, ou Facebook, le wall, répondre, les mails, fait qu'on est en interaction et ça se voit à l'intérieur du cerveau. Don Tapscott, un grand écrivain américain sur les jeunes. Alors ça se voit, mais est-ce que ça le transforme? Alors, ce qui transforme, c'est l'épigénétique. Donc il n'y a pas de transformation biologique directement? Non, ça ne change pas, ce n'est pas de mutation. Alors là, c'est un sujet fondamental. Oui, l'épigénétique, deux petits cours de bio une seconde, c'est une des plus grandes découvertes de la biologie ces 10 dernières années. L'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes en fonction du comportement extérieur. La nutrition, l'exercice, le rapport aux autres, le stress, l'amour, le plaisir. Tout ceci sécrète dans le corps des hormones, des peptides et d'autres qui vont aller sur l'ADN, ouvrir des tiroirs ou enfermer. Donc modifier les gènes. Modifier l'expression des gènes. Et le plus étonnant, c'est que c'est transmissible aux enfants. Et voilà, c'est ça. Donc Lamarck n'avait pas totalement tort. Rappelez-vous la bagarre entre Darwin et Lamarck. Entre les deux, il n'y a pas vraiment une hérédité par mutation de l'ADN des caractères acquis, mais quelqu'un qui a fumé très jeune, à 14 ans, qui a bu de l'alcool à 12-13 ans, qui s'est saoulé la gueule, etc., quand il va faire des enfants avec spermatozoïdes et ovules, il n'y a pas que de l'ADN qui passe, on voit que ça. C'est gros une cellule, enfin c'est gros, c'est petit, mais il y a plein de trucs dedans, si j'ose dire. Et tous ces trucs vont passer dans l'embryon. Et donc dans cet embryon, ils vont déclencher une façon de mûrir, si j'ose dire, différente. Donc on peut transmettre par l'épigénétique des caractères acquis. Alors j'ai lancé un grand sujet il y a quelques semaines. Je pense qu'il y a une épigénétique d'Internet. Et mon article s'appelle, c'est en anglais, Internet Epigenetics, How to Modify Internet DNA from Inside. L'épigénétique d'Internet, comment modifier l'ADN d'Internet de l'intérieur. Et nous le faisons tout le temps. Pardon, je tape sur le micro. chaque fois que l'on poste quelque chose sur Facebook, que l'on met une photo sur Flickr, qu'on tweet, on reprogramme l'OS d'Internet et donc on reprogramme son ADN. Sauf qu'il y en a qui essayent de le faire volontairement pour vous ramener dans leur fauche codine. Des États, je ne vais pas citer lesquels, des hackers, la cyberguerre ou GAFA. Vous savez qui est GAFA? Non. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Les géants. J'ai rien contre eux. Mais comme ils vous suivent tout le temps, ces géants-là, ils utilisent votre comportement pour changer par épigénétique l'ADN d'Internet. Donc, si vous voulez, ce n'est pas de la transposition anthropomorphique de ce qu'est le cerveau sur Internet. Mais n'oubliez pas que beaucoup de gens étudient ça en ce moment. Je termine en disant que moi, je fais partie d'un groupe international qui s'appelle le Global Brain Institute, GBI en abrégé. Il y a des Russes, des Chinois, des Brésiliens, des Anglo-Saxons. Et qu'est-ce qu'on fait dedans? On essaie de réfléchir à la manière dont Internet se construit avec des synapses, des axones, des neurones, un peu comme le cerveau humain, en étant tout à fait différent, bien entendu. Donc voilà, il y a cette épigénétique qui peut aider à changer les choses et pas seulement par des mutations brutales.
Je voulais vous poser une question, Frédéric, à propos de votre remarque dans votre livre qu'il faut réenchanter notre relation au monde. Vous dites qu'on pourrait appliquer les grands préceptes des grandes religions, des grandes idées humanistes des Lumières, appliquer des valeurs qui sont universelles, éthiques ou existentielles pour vraiment changer concrètement la vie. Comment on peut faire ça vraiment de manière Il y a deux choses complètement différentes. Quand je parle de réenchantement du monde, c'est pas au niveau des valeurs, c'est autre chose. Ça, c'est plutôt au niveau éthique, et je vais en dire un mot après. Le réenchantement du monde, c'est plutôt l'idée que l'homme, l'expression d'ailleurs vient de Max Weber à nouveau, qui a parlé du désenchantement du monde. Ouais. Désenchantement du monde, ça veut dire que l'homme a perdu son rapport magique au monde. Le monde, pour lui, n'est plus magique, c'est simplement un lieu d'objets, de matière morte. On a chosifié le monde, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Ouais. Et donc, le réenchantement du monde, c'est avoir un rapport au monde dans lequel on reste émerveillé par le mystère du monde. Et redécouvrir, comme Einstein le disait, l'expérience la plus profonde que peut faire un homme, c'est celle du mystère. On est dépassé par le monde. Il est plein d'énigmes. Notre existence est une énigme. Et plus la science avance, plus elle montre la profondeur du mystère du monde, au lieu de la résoudre. Et donc là-dessus, réenchanter le monde, c'est avoir cette humilité, cet émerveillement devant la beauté et la magie du monde. Ça, c'est la première chose. Et on arrêtera de traiter le monde comme une marchandise. La deuxième chose, c'est les valeurs universelles. Et j'essaie de montrer dans ce livre qu'il existe, et c'est très rassurant, un certain nombre de grandes valeurs universelles qui traversent toutes les cultures. Ce qui fait qu'à l'âge d'une civilisation planétaire, comment peut-on vivre ensemble? Puisqu'on le voit très bien, si on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne peut pas vivre ensemble. Dans un couple, on peut très bien avoir des goûts différents, on peut très bien avoir des métiers différents. Si on n'a pas les mêmes valeurs, on ne peut pas vivre ensemble. Il faut qu'on partage des valeurs communes. Et donc je me suis posé la question, l'humanité partage-t-elle des valeurs communes? Et oui, on peut repérer dans toutes les grandes cultures, qu'elles soient chinoises, hindoues, musulmanes, chrétiennes, laïques, dans le monde occidental, des valeurs humanistes fondamentales qui sont 5 ou 6. La recherche de la vérité, le respect d'autrui à travers la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse toi-même. On retrouve ça partout, c'est très ancien. La recherche de la justice, c'est totalement universel. Dans toutes les cultures, on ne peut pas vivre en société s'il n'y a pas une justice. L'amour, vous parliez de l'amour, la recherche de la fraternité, la beauté, le sens de la beauté. Donc on retrouve partout des valeurs universelles, et je crois que ce sont sur ces valeurs qu'on peut fonder une vraie civilisation planétaire. Et pour ça, ça demande effectivement de nous connaître, de dialoguer, de partager, et de voir qu'au-delà de toutes nos différences culturelles, on partage ces valeurs communes. Alors là, on est très proches, Frédéric et moi, puisque j'essaye aussi dans la fin de mon livre de donner les 7 grandes valeurs que je pense nécessaires pour construire le monde, qui sont le respect de l'autre, le respect de la diversité, l'altruisme, l'empathie, la fraternité. Et je pense aussi que les valeurs de la franc-maçonnerie, contrairement à ce que beaucoup disent, en s'opposant complètement, sont des grandes valeurs éternelles de respect de l'autre, de l'écoute, de la solidarité. Et enfin, la spiritualité laïque. La spiritualité, dans mes yeux, était trop souvent liée à la religion. Dans la spiritualité laïque, c'est s'élever pour aller vers les autres. Cette phrase très belle de Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge, va bien dans ce sens. Et j'ajouterais, peut-être, on est proche peut-être de la fin, et vous posez des questions qui sont magnifiques et qui nous entraînera encore 2 ou 3 heures. Mais on répondra au tweet tout à l'heure. C'est le sens de la vie. Le sens, c'est très intéressant, les mots anglais et les mots français. Sens, in English, there's 2 meanings. The way and the meaning. Nous, on a le sens, la signification et la direction. De même que time, ça peut être le temps, et weather. Nous, c'est le temps. Donc, c'est très intéressant de penser à qu'est-ce que c'est the way and the meaning. C'est ce que j'appelle le sens de la vie. Alors, le sens de la vie, c'est une direction qu'on peut se donner dans son couple, pendant le couple, dans sa famille, dans son métier, dans son travail. On définit une direction. Et attention, ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas un équilibre statique. Je reviens au surfeur, qui est la métaphore de mon livre. Le surfeur, on dit, regardez, c'est extraordinaire, et il ou elle est en équilibre. Pas du tout. Le surfeur passe son temps en déséquilibre. À la milliseconde près, il est en déséquilibre contrôlé. L'art de la vie, c'est de savoir détecter les écarts à l'équilibre et de les corriger. L'art de la vie, c'est surfer la vie. C'est-à-dire être capable de dire, voilà ma ligne, dans mon couple. On a décidé ensemble, c'est un compromis acceptable, on veut être comme ça, avec nos enfants, et tous les deux l'un par rapport à l'autre. Confiance, respect mutuel, etc. Mais détectons les écarts à l'équilibre et corrigez-les le plus rapidement possible pour rester en dynamique.
en équilibre dynamique, pas en équilibre statique, puisque l'équilibre statique, c'est la mort. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut vivre en permanence dans cet accompagnement Sur de le la surf. vie. Voilà, exactement. Le funambule aussi. Hein. Le funambule aussi. Peut-être un peu plus Le dangereux, funambule. je Le pense. funambule, il a son balancier. Le Oui, surfeur, il a que tombe ses dans muscles. l'eau quand même. Le funambule tombe dans l'eau. Oui, s'il tombe. Je fais souvent le Oui. parallèle Non, mais le avec le funambule, c'est un bon exemple. C'est pour Je- les gens qui aiment le risque. Mais merci. Bon, je vais l'employer un petit peu plus Je l'emploie par rapport au souvent, surfeur. mais- Moi, je suis un peu obsédé Oui, du c'est surf. un peu hein. pour le goût du risque, ça, je pense. Je voulais poser une dernière question et en fait, elle m'a échappé en écoutant cette Mais cette sur la- jolie envolée philosophique. Enfin, Ah oui, sur la je- biologie, j'ai Oui. peut-être pas tout dit en parlant D'accord. Et d'épigénétique, je voulais mais en parler deux mots, d'autre chose, je vais tout à dire fait. attention. On parle du changement, on parle des mutations, nous sommes des hommes et des femmes augmentés, et grâce à l'écosystème numérique, on a déjà expliqué, j'en ai déjà parlé. Mais est-ce qu'on est en train de nous transformer nous-mêmes? Est-ce que l'homme est en train de se transformer? Réponse oui. Il y a la transformation du cerveau, et il y a des tas de moyens de le faire, et les services de renseignement, l'endoctrinement, les pays totalitaires ont su le faire. Maintenant, on va savoir le faire, nous, de manière plus positive. Il y a la médecine régénérative, qui par les cellules embryonnaires va conduire à fabriquer des organes artificiels ou des organes qu'on peut réimplanter. Il y a des imprimantes 3D qui font des tissus biologiques. Oui, oui. Il y a des puces implantables pour nous changer. Donc, est-ce que le robotique, le mécanique, le biologique et l'électronique vont fusionner dans un homme transformé? Alors là, je dis attention, en terminant, c'est qu'il faut se méfier de ces trois mots. L'homme réparé, l'homme transformé, l'homme augmenté, que j'ai déjà employé. L'homme réparé, c'est la chirurgie, on est d'accord, sur un plan éthique, ça ne pose pas de problème. L'homme transformé, c'est le fait qu'on rajoute dans notre corps quelque chose. Un pacemaker pour faire battre le cœur en rythme, une pompe à insuline, un puce pour empêcher la maladie de Parkinson. Déjà, c'est un gros changement de l'humain, mais on est d'accord sur le plan. L'homme augmenté, ou quelqu'un à qui on rajouterait une puce dans l'hippocampe, et c'est possible, des gens y travaillent, pour faire des terabits de mémoire supplémentaires, voire dans l'infrarouge pour les militaires, au lieu d'avoir les lunettes de visée infrarouge. Ça conduirait à une forme d'élitisme de ceux qui pourraient avoir cette transformation et ceux qui ne pourraient pas. Et là, on irait vers le transhumanisme, le surhomme de Nietzsche. Mais c'est beaucoup plus à la mode de parler du transhumanisme. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Je sais pas. Non, moi, ce que je vous en partage pensez, votre avis. mais je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un égoïsme élitiste de dire qu'on va remplacer son corps par pièces détachées, comme un Boeing qui a 20 ans, ou un L'homme Airbus qui valait qui a 20 ans mais 3 qui est nickel, milliards. qui marche. Voilà, comme l'homme qui valait 3 milliards, exactement, et qu'on ne mourra pas. Ouais, Et ça, je trouve ça épouvantablement élitiste et égoïste. Alors je trouve ça, alors, je partage entièrement votre avis, et en plus je trouve ça illusoire. D'abord parce qu'on mourra toujours, même si on arrive à régénérer un tas de choses, on peut se faire écraser par une voiture, il y a 1000 autres manières de mourir que simplement le vieillissement. Et puis d'autre part, je pense que c'est une vision très matérialiste de l'homme. Ouais. Ce qui fait l'homme, c'est aussi son intériorité, ce qu'on appelle son âme au sens philosophique du terme. Et ça, on ne peut pas le transformer par des outils comme ça, par des appareils, par une technologie. Ce qui fait la richesse d'un être humain, c'est son intériorité. Et c'est différent. C'est son amour, c'est sa capacité de rentrer en communion avec les autres. Et ça, aucun appareil ne pourra transformer ça. Donc là-dessus, je crois qu'on s'illusionne en voulant réduire l'homme à simplement son corps. Tout à fait Alors, d'accord. ma dernière petite Oui. question, mais vous répondez en très peu de temps. Est-ce que le bonheur sociétal existe? Non, d'abord, on ne peut pas définir le bonheur. Oui, Attention, très juste. soyons très prudents. Le bonheur, c'est quelque chose de tellement sensible, émotionnel, personnel. Être heureux, ça veut dire quoi? Pas du tout la même chose pour l'un ou pour l'autre. Donc il n'y a pas de norme du bonheur ou d'être heureux. Il y a simplement des nuances de gris pour C'est avoir l'harmonie, employé. le bonheur sociétal. Hein. C'est un peu- Le- Oui, c'est l'équilibre. Le C'est plutôt sens ça, de l'équilibre voilà, ouais, dynamique, de C'est ça. l'harmonie, de Ma construire. question était mal posée. De Non, construire. non, 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 c'est une Moi, très je bonne pense que- question. Ouais. Mais justement, il a être tout à capable fait... de construire sa vie Ouais. avec les autres. Tout à fait ensemble. raison. de L'équilibre dire- est possible. Voilà, l'équilibre est possible, le bonheur, ça ne veut rien dire. Non. Mais effectivement, je vous partage entièrement ce que vous voulez dire. Par contre, il existe un équilibre collectif. Il y a des sociétés voilà. équilibrées, Voilà. assez équilibrées, qui fait que les gens arrivent à vivre ensemble. de D'ailleurs, au lieu manière du assez PNB, il y en a harmonieuse. qui Oui. proposent le bonheur national brut. Voilà. Ouais. Il y a même un pays dans le monde qui propose le BNB, le bonheur national brut, comme mesure de l'efficacité d'un pays. Voilà. D'ailleurs, petit scoop, mon prochain livre sera sur le bonheur pour expliquer que ça ne veut rien dire. Ah ben, on va Ah, l'attendre. d'accord. On va l'attendre avec et le impatience. Déconstruire le Le concept titre ou de le... méditation sur le bonheur. méditation au Formidable. bonheur. D'accord, on ne On ratera l'attend. pas. Merci. Éloi, je te passe la parole pour le tweet live. Tu as quelques questions, je Oui, crois. on me dit que c'est le Bhoutan, Joël. Le Bhoutan, C'est le absolument. Bhoutan, le petit pays qui a Ah. un indice de bonheur. Alors, une question, donc quelques questions qui vont revenir évidemment sur ce que nous nous sommes dit pendant déjà 50 minutes. Le monde se guérit-il vraiment? Comment faire pour renouer avec la confiance en nos élites dirigeantes? J'en reviens, j'imagine, sur l'actualité. Comment on peut renouer la confiance? Il y a un mot qui me vient à l'esprit, mais juste un mot, c'est la transparence. Je pense que comme pour les grandes industries, comme pour une banque,
comme pour un parti politique, c'est la transparence qui est absolument fondamentale. C'est-à-dire pas trop de transparence. Il y a aussi des choses qu'il faut savoir mettre un peu à l'écart du bruit de l'actualité, mais en étant transparent, en expliquant, en étant pédagogique, en donnant la voix, en montrant les grandes lignes, comme un père et une mère pour leur famille peut créer la confiance de ses enfants ou la confiance de citoyens ou de ses électeurs. Et puis je crois aussi qu'au-delà de la confiance, du manque de confiance dans le personnel politique, on a une crise de nos démocraties qui est plus profonde, qui fait que le simple modèle finalement démocratique où on élit des gouvernants qui gouvernent ne fonctionne plus. Et il faudrait qu'on aille, je pense, vers des démocraties qui ressemblent beaucoup plus à la Suisse, dans lequel il y a une démocratie locale extrêmement vivante. Et un turnover. Et un turnover. Et les choses sont beaucoup plus dans le mouvement, dans la vie. La votation. La votation. Il y a un problème qui se pose dans un canton, dans une commune. Eh bien, on soumet au vote. Et du coup, je dirais qu'il y a beaucoup plus de gens participent finalement aux décisions. Alors qu'en France, on est encore, comme vous disiez tout à l'heure, dans le modèle étatique jacobin, ou très pyramidal. Et c'est ça qui ne fonctionne plus. Absolument d'accord. Autre question, messieurs. Pensez-vous que le monde de demain sera vraiment meilleur que celui d'aujourd'hui? Alors ça, c'est un jugement très qualitatif. Meilleur par rapport à quoi? Si c'est meilleur pour le passage d'une société de marché, une société matérielle à une société de la connaissance, oui. Ça, je pense qu'il sera meilleur en ayant des principes d'échange qui sont fondés sur le savoir, la connaissance, la pédagogie, l'enrichissement de chacun, de son cerveau, meilleur. Est-ce que le monde sera meilleur s'il permet à plus de surfeurs de faire du surf dans des bonnes conditions? Je dis oui. Bon, enfin bon. Meilleur au sens de plus généreux. Mais ça dépend. Le mot meilleur est tellement biaisé qu'on ne peut pas. C'est comme le sens du mot bonheur, finalement. Oui, c'est ça. Et en même temps, je crois qu'on est d'accord sur une chose. Si on peut mettre plus de qualité dans le monde, qualité de vie, qualité dans tous les rapports humains, etc., évidemment qu'on peut rendre le monde meilleur dans ce sens-là, dans le sens de la qualité. Et ça dépend de nous. Oui. C'est-à-dire qu'on est les responsables de ça. Il n'y a aucune fatalité. Non. On ne peut pas savoir. Les choses peuvent empirer comme peuvent s'améliorer. Et je crois qu'on est vraiment responsable de ce changement. On est acteur du changement. Autre question, justement, c'est une bonne transition sur acteur du changement. Le changement du monde que vous décrivez passe par l'intelligence des individus. N'est-ce pas un pari trop gros? Ça, encore une fois, c'est comme le mot meilleur. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce qu'un artiste qui fait des tableaux extraordinaires, qui n'a pas passé plein de diplômes, un musicien qui est créateur sur le net d'une musique fantastique, est-ce qu'il est intelligent au sens des quotients intellectuels? Je pense que awareness est un mot très bon, and empowerment. Je suis désolé, j'étais très formé à la culture anglo-saxonne. Awareness et empowerment sont deux mots très forts. Awareness, c'est d'être compréhensif aux événements, pas particulièrement intelligent, mais capable d'absorber, d'intégrer et de réagir. C'est une forme de sensibilité à l'environnement, aux idées, aux gens. Est-ce qu'on peut dire éveillé? L'éveil, être éveillé. Les éveillés, il y a d'ailleurs un très beau livre de Attali. Les éveillés. La confrérie des éveillés. Et empowerment, ça c'est un mot très fort qui dit donner du pouvoir aux gens. Pour les responsables politiques ou les responsables industriels, être capable de empower people, leurs salariés, d'être capable de donner aux gens les moyens d'agir en comprenant ce qu'ils font. Et je reviens à mes mots comprendre, vouloir, aimer, construire. Ce sont des moyens de faire en sorte qu'il n'y a pas que l'intelligence sortie premier de l'ENA ou premier de Polytechnique ou premier de l'école des mines qui compte, même si ça a l'air très bien sur le hit parade. Est-ce qu'ils résolvent les problèmes complexes de la société? Comme nous le disions tout à l'heure, c'est pas sûr. Ils sont trop enfermés dans leur boîte ou dans leur bulle. Frédéric, vous voulez rajouter peut-être quelque chose? J'ai quand même l'impression que on constate un progrès de la connaissance. Oui. Et donc là-dessus, je suis assez optimiste au sens où je pense que ce progrès va continuer et qu'il se démocratise de plus en plus. Beaucoup plus de gens sont éduqués aujourd'hui qu'il y a 100 ans ou qu'il y a 1000 ans. Et donc je crois qu'avant, la connaissance était réservée à une élite. Il y a toujours eu des élites très cultivées dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, de plus en plus de gens, et notamment de femmes, ce qui n'était pas le cas il y a encore très peu de temps, ont accès aux connaissances fondamentales. Et ce progrès de la connaissance est une très bonne chose. Et donc dans ce sens-là, je crois que parier sur l'intelligence, parier sur la connaissance, c'est tout à fait réaliste, parce que c'est ce qu'on observe dans le parcours de l'humanité. Et pour revenir sur les mots intelligence qu'on emploie souvent, et j'ai employé pas mal de fois, j'ai 3 intelligences que je considère qui sont d'ailleurs la reproduction de certaines zones de notre cerveau, l'hypothalamus, le mésencéphale et le cortex, dans le monde du numérique. C'est l'intelligence connective. Elle a commencé avec le mail, le fait que les gens se mettent entre eux. Elle se poursuit avec le wall, le Facebook, le Twitter, etc. L'intelligence collaborative, le fait que des gens font des choses sur Internet sans en attendre une rémunération, comme Wiki, comme Linux et comme les logiciels collaboratifs, donc ça, le 2.0, ça c'est très important. Et l'intelligence
collective. Alors ça, c'est plus discutable parce que, certes, des groupes de gens peuvent résoudre des problèmes complexes. Ça s'appelle le crowdsourcing, par exemple. On peut s'adresser à des foules de gens dans le monde et résoudre des problèmes qu'une entreprise ne peut pas avec ses propres ingénieurs. Mais l'intelligence collective peut devenir aussi une bêtise immédiate. Et ça passe de l'un à l'autre à une vitesse absolument totale. Il n'y a qu'à regarder une foule dans un stade, faire là ou là, ou des manifestations dans les rues. Vous pouvez voir que collectivement, là, il n'y a pas beaucoup d'intelligence collective. C'est artistique. Alors là, Ou émotionnel. voilà, je suis C'est d'accord. l'intelligence émotionnelle. C'est l'émotion. C'est Voilà, l'émotion. C'est exactement. émotionnel. Oui, alors Moi, j'ai déjà été l'intelligence, dans un c'est- stade et je peux vous dire que quand on participe à la Ola, on est ému. Voilà, Ouais. on fait des chaînes L'instinct pour grégaire, protester ça sur le plan réveille. écologique. Oui, oui, ça c'est vrai. Alors, autant pour moi. Autant pour moi, je reconnais. Une autre question, comment faites-vous, messieurs, donc là, vraiment, je crois que ça s'adresse à tous les deux, pour tout faire? Comment faites-vous pour tout faire? Écrire, débattre, parler, penser, méditer, surfer, quel est votre secret? Le secret, c'est l'organisation du temps, l'organisation de l'information et s'entourer de personnes qu'on aime et qui vous aiment. C'est-à-dire des équipes à qui vous pouvez donner une voix, un charisme, un sens dynamique, une famille qui s'aime, pas être constamment dans des rapports de force et dans des conflits les uns avec les autres. C'est de savoir utiliser de manière pertinente ces outils extraordinaires qui s'appellent l'iPhone, la tablette, Google, les mails, les réseaux sociaux, les forums, etc., pour faire en sorte qu'on peut faire ça à un moment, autre chose à un autre moment, consacrer beaucoup de temps au sport, au plaisir, au voyage, à la visite, au musée, à la nutrition, à la gastronomie, ou plutôt à l'orthonomie. Pareil, c'est une petite différence entre un bien vivant et un bon vivant. Et donc tout ceci ensemble fait qu'on peut se créer une vie extrêmement riche avec les autres et trouver des plages, des plages de temps, des moments, comme pas seulement des périodes, mais des moments intenses. C'est le plaisir. Le plaisir, ça aussi. Ouais. Chercher le plaisir. Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, ça fait 20 ans que j'ai fait le choix de plus vivre à Paris. Donc, je suis à Paris un tiers de temps. Où j'ai un emploi du temps dingue. Mais On par l'a contre, vu. les 2 tiers du temps, je vis à la campagne. Et là, j'ai le temps de vivre, je m'organise, je ne suis pas sous la pression des rendez-vous. Donc, je peux me dire, tiens, aujourd'hui, je prends la journée entière, je coupe mon portable. J'ai la journée entière pour effectivement écrire. Et du coup, je suis beaucoup plus efficace Voilà. dans tout ce que je fais. Et je suis tout à fait d'accord sur l'environnement affectif, très important Très aussi, de ne pas être important. pris dans des rapports de force, dans Très des important. problèmes émotionnels. Et moi, la nature me fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que le fait de me recharger, de marcher, de faire du sport dans la Méditer. nature, méditer, contempler, regarder le monde, tout ça me recharge, me redonne beaucoup d'énergie. Maintenant, j'ai découvert en parlant avec vous, je pourrais améliorer considérablement Ah oui, ça, mon rapport au mail Oui, qui j'ai- m'envahit totalement. J'ai 10 Je 000 vous mails de expliquerai, retard je vous sur expliquerai. mon Il y Pas a seul- un cours réception. particulier à Voilà, organiser. je vous donne là, un je petit crois. cours particulier, et pas seulement au mail, mais des tas de moyens de gérer Ouais. son temps et son information. Je pense que beaucoup de stress, de gens qui viennent consulter les médecins, en disant je ne peux pas dormir, je suis nerveux, il me faut des somnifères, je prends des tranquillisants. On dit, la racine de ça, c'est quoi? Je ne peux pas gérer mon temps, je n'ai pas le temps, et il y a trop d'informations. Donc c'est temps et information qui sont les poisons de cette société, et on peut parfaitement maîtriser ce temps et maîtriser cette information, mais ça s'apprend. Ça demande d'investir un peu de temps, justement. Donc, je crois qu'on va organiser des petites séances de e-learning. Ah bah, avec On plaisir. sera là, on sera les témoins de cette formation. Toute dernière question, comment changer le monde à l'heure où l'on sent que tout est fait pour la norme? Mhm. La norme, Vous enfermer dans un tableau Excel peut-être toujours. la norme politique, la norme économique, la norme de pas dériver de telle ligne de conduite. Alors justement, il faut la folie. Comme le disait très bien Edgar Morin, Homo sapiens, homo demens. Et il a dit que la variété, la créativité, l'innovation peut venir aussi des déviants. Il ne faut pas toujours être dans la norme. Non, non. C'est en étant anormal. L'excentricité, Vous est savez, si importante. vous prenez les grands comme Darwin, comme Einstein, comme beaucoup d'autres, Freud, etc., c'était des gens qui étaient assez déviants par rapport à la norme, justement, de leur époque. Donc je crois qu'il faut savoir, et c'est difficile pour un manager, de savoir assurer par des feedbacks négatifs, au sens cybernétique du terme, une norme, acceptée par tous, la marque, la charte de valeur de l'entreprise, le maintien, en quelque sorte, et en même temps, par des feedbacks positifs, qui sont exubérants, comme une croissance à intérêt composé ou même le développement d'un cancer, savoir développer le côté aléatoire, générateur de diversité. Donc pour moi, le management, c'est de jouer les deux tableaux à la fois, maintenir l'équilibre dynamique et en même temps aiguillonner l'innovation et les gens pour qu'on sorte de la norme, justement, Introduire un peu de fantaisie. pour créer. Un peu de Fantaisie. flou. Je suis d'accord Il avec la faut des fantaisie. artistes pour ça. Je suis d'accord avec la Je fantaisie. compléterai ce que vous venez de dire en donnant une petite remarque d'Aristote qui dit que la plupart des gens descendent le fleuve, c'est-à-dire ont des comportements conformistes, ne se Live posent pas de streaming. questions,
descendent le fleuve, se posent pas de questions, et il dit les cadavres vont encore plus vite que les autres. Et donc il nous dit le philosophe, c'est celui qui remonte le fleuve à contre-courant, c'est-à-dire celui qui se pose des questions. Et donc je crois que nous devons tous être philosophes, c'est-à-dire résister en se posant des questions, en ayant du discernement. C'est tout le Merci principe de la beaucoup. philosophie. Bravo. Alors Joël de René, votre dernier livre, Surfer la vie, comment survivre dans la société fluide, est paru en mai. C'est un livre augmenté. Un livre augmenté, Il y a bien sûr. dedans 10 QR Il y a codes quelques QR codes à la qui fin. permettent d'avoir un livre audiovisuel Voilà. avec des Donc films. il est paru chez LLL en mai 2012. Livre remarquable qui m'a inspiré. C'est vrai. Oui, effectivement, je l'ai Reprouvage, lu et vous voilà, citez tout à fait. beaucoup Joël et Edgar Morin. Il y a un tas de Tout à gens qu'on fait, aime beaucoup. Edgar Morin, qui est un maître Frédéric intellectuel. Lenoir, donc La guérison du monde, chez Fayard, paru en octobre l'année dernière. Vous allez publier très bientôt, je crois, un nouveau livre qui s'appelle, vous venez de nous le dire, j'ai Non, oublié. Méditation sur le bonheur, ce sera en novembre prochain. D'accord, bah c'est bientôt novembre. Voilà, donc Frédéric, vous animez également une émission qui s'appelle Les Racines du Ciel sur France Culture, Émission chaque spiritualité. dimanche, sur la sagesse, la Tout à spiritualité, fait. les religions. Pas les religions. Ah non, Non, mon information est mauvaise. non, mais sagesse et C'est spiritualité. votre côté historien des religions, donc spiritualité au sens large, de 7h à 8h, chaque dimanche. Oui, heureusement, on peut podcaster, ce qui fait que la Voilà. plupart des gens, effectivement, podcastent. Super. Et émission. Joël, vous êtes l'un des parrains du forum Changer d'air, qui est organisé à la Cité des Sciences le 5 juin prochain avec BVA, Orange, Univers Science, Next Modernity, Total, sur le thème des clés pour comprendre et construire ensemble le monde de demain. On retrouvera plusieurs des thèmes qu'on a abordés ce soir et vous serez avec un plateau exceptionnel avec Henri Atlan, Jacques Attali, Edgar Morin, Jean-Pierre Dupuis, René Passé, Michel Rocard, Philippe Je crois que Bertine. l'originalité de ce forum, dont Énormément. vous êtes une des Oui. initiatrices, c'est le fait qu'il y a sur les plateaux à la fois la génération des années 60, Alors, j'allais y Morin, venir, Atlan, mais- ah bon, Mais voilà. si tu veux continuer la présentation. et des petites poussettes ou Voilà. des jeunes de 25 ans. On va faire se rencontrer des personnalités issues d'horizons totalement différents dans l'esprit des grandes rencontres du groupe des 10 de Morin, Jacques Robin Et la nouvelle Joël, génération. etc. Avec la nouvelle génération qui a 20, 25, 30 ans. Aujourd'hui, on a énormément de jeunes, beaucoup de femmes. On est tout à fait La dans l'air parité du est temps. respectée. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à mes invités. Merci également aux internautes qui nous ont suivis en direct. Merci à Brigitte Brigitte Dumont, je vais me donner son nom, qui nous a reçus aujourd'hui chez Orange, qui est très impliquée dans la réflexion sur les enjeux sociétaux. Et puis merci à David Anglister qui a permis cette rediffusion en vidéo streaming sur la chaîne de Dailymotion d'Orange. Bonne soirée. Et je conclurai juste en rappelant que vous pouvez retrouver toutes ces informations avec beaucoup plus de précision, de ressources pour aller un peu plus loin, sur le site lesdialoguestratégiques.com, sur le site forumchangerdair.com, sur le site c.fr et également sur le portail d'Orange, orange.fr bien sûr. Nous avons un prochain dialogue interactif qui est prévu courant du mois de mai. Restons en contact bien sûr, Twitter, Facebook, le site, tout le temps. A tout de suite.